Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition d'Info.tvc du 25 octobre 2024, une émission aux couleurs de l'Halloween. Est-ce que vous avez choisi votre costume? Vous êtes peut-être en réflexion? Pendant que vous y réfléchissez, voici le menu de l'émission. Le projet d'installation du système d'irrigation et d'arrosage du club de golf Révermont est complété. Le balado « Pis, c'est quoi tu vas faire dans la vie » sera présenté dès le 1er novembre. Le marché de Noël artisanal du Camp Sable Chaud est de retour pour une 3e édition. Une succursale de la SQDC ouvrira ses portes à Amqui au printemps prochain. Et on vous explique le fonctionnement du centre de traitement des eaux usées de Valbriand. Mais tout d'abord, voici les actualités de la semaine. Moi, je vous retrouve à la fin de l'émission pour vous proposer des activités pour la semaine d'Halloween. Bon visionnement! Voici les actualités pour la semaine du 25 octobre 2024. Commençons par les actualités matapédiennes. La Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour retrouver Stéphane Leblanc de la municipalité de Saint-Tarcisius. L'homme de 58 ans, mesurant 5 pieds 8 pouces, pesant 250 livres, avec les cheveux gris et les yeux bruns, aurait été vu pour la dernière fois en fin de soirée le 23 octobre dans le secteur de la rue principale ouest à Saint-Tarcisius. Il pourrait circuler à bord d'un véhicule Chevrolet Silverado 2022 immatriculé W28RQK de couleur noire. Le véhicule serait équipé de plusieurs lumières à diode placées à l'avant. De plus, un autocollant représentant un grizzly serait apposé sur le haillon du véhicule. Les proches de Stéphane Leblanc ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Toute personne qui apercevrait Stéphane Leblanc est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais poursuit les étapes de consultation publique préalable pour la révocation des actes d'établissement. La consultation des conseils d'établissement pour les écoles primaires de Saint-Damas, La Volière de Saint-Noël et Sœur Rachel Fournier de Saint-Moïse aura lieu le mercredi 30 octobre à 19h et se déroulera à l'école La Volière, au 25 rue de l'Église à Saint-Noël. Des salles branchées seront aussi disponibles à l'école Saint-Damas et à l'école Sœur Rachel Fournier pour ceux qui désirent assister à la rencontre à partir de ces écoles. Vous pouvez consulter la documentation relative à cette consultation publique en vous rendant sur le site csSmm.gouv.qc.ca. Cette consultation des conseils d'établissement est ouverte à toute la population et c'est l'occasion d'obtenir les informations sur cette démarche de révocation des actes d'établissement. Toutefois, les questionnements de la population pourront être entendus lors de la consultation publique du 2 décembre qui se déroulera à la polyvalente Armand-Saint-Onge d'Amqui. Les 2 et 3 novembre prochains se déroulera le Salon d'Elvie qui se distingue par son approche ésotérique. Ce salon a pour objectif de collecter des fonds essentiels afin d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées vivant à domicile dans la vallée de la Matapédia. L'événement se déroulera de 10h à 18h à la sucrerie Gagné, située au 90 rang 4 Lepage Nord à Saint-Tarcisius. Lors de cette journée, il sera possible de rencontrer des experts, des entreprises et des passionnés afin de découvrir des perspectives et des connaissances uniques et peu communes. Les billets sont en vente à la boutique Dame Nature à Amqui et au salon de coiffure Capri des Années Folles à Cause-Abscale. Votre participation soutiendra une bonne cause. Les prix Clean 50 soulignent les personnes qui ont fait preuve d'un leadership mesurable dans la lutte contre les changements climatiques et dans la transition du Canada vers une économie à faible émission de carbone. Une équipe composée de 3 personnalités politiques, dont la députée d'Avignon, la métisse Matapédia, Christina Michaud, font partie du top 16 des 50 Canadiens s'étant le plus illustrés pour l'économie verte du pays. La députée Michaud s'est méritée cet honneur en raison de ses actions répétées afin de mettre de la pression sur le gouvernement pour mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles et en s'opposant à l'exploration pétrolière de baie du Nord. Sa voix lors de la COP
28 et la COP 15, défendant le rôle du Canada dans les efforts environnementaux mondiaux et sa détermination à aligner la politique canadienne sur l'accord de Paris dans la lutte pour le projet de loi C-215, ont également eu un impact pour l'obtention du prix Clean 50. Félicitations, Christina. Voici maintenant les actualités régionales. L'entreprise Chocolat Favori a encore fait appel à des entreprises de la région pour l'assemblage de ses calendriers de l'Avent. Le partenariat de longue date avec le groupe TAC est fidèle à l'engagement social de Chocolat Favori de contribuer socialement à soutenir les entreprises qui offrent des emplois de qualité à des personnes en situation de handicap. Cette année, l'assemblage des calendriers a été effectué par 43 personnes, soit 24 employés du groupe TAC à Québec pour une 8e année et 17 à l'entreprise située à Amqui pour une 5e année. De plus, pour cette année, les travailleurs avaient à insérer également dans les calendriers des tickets d'or qui donnent droit à des gratuités dans les magasins Chocolat Favori. La production est complétée et les calendriers sont maintenant disponibles dans les boutiques et en ligne. Dans le cadre du Plan national de l'eau du gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs finance le projet de recherche des eaux souterraines de la péninsule gaspésienne et de la MRC de la Matapédia au coût de 2 millions de dollars. Le projet sera dirigé par une équipe de chercheurs de l'Université du Québec à Rimouski. Les travaux se dérouleront jusqu'en 2028 et interpelleront plusieurs partenaires des MRC d'Avignon, de Bonaventure, du Rocher-Percé, de la Côte de Gaspé, de la Haute-Gaspésie et de la Matapédia, ainsi que leur population. En plus des municipalités des 6 MRC impliqués, le projet s'appuiera sur la collaboration des organismes de bassin versant de la région et du comité ZIP Gaspésie. Avec ce plan de recherche, plus de 9400 km² seront cartographiés et ces données permettront de mettre en place des outils de gestion pour la protection de la ressource en eau souterraine et d'en assurer la pérennité. Il est à noter que plus de 50% de la population de la région à l'étude s'alimente à partir des eaux souterraines. Voici maintenant les actualités culturelles. Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui se déroulera du 4 au 10 novembre sous le thème « Le Québec en commun », la MRC de la Matapédia invite la population à participer aux activités organisées sur le territoire. L'activité proposée permettra de découvrir et célébrer le Jour des morts selon la tradition mexicaine. Le tout se déroulera le samedi 2 novembre au Centre multifonctionnel de Lac-aux-Saumons. Lors de cette journée, il y aura la projection du film d'animation Coco, des activités de bricolage, d'un repas traditionnel mexicain et la journée se terminera au Parc du Centenaire avec le parcours des légendes animé par des comédiens amateurs de la région personnifiant des figures marquantes de l'histoire. Cet événement est également la sortie spéciale famille du mois de Cosmos Matapédia et ses partenaires. C'est le 24 octobre que s'est tenue la 2e édition des prix des bibliothèques publiques du Québec à la Bibliothèque Gabriel-Leroy de Québec. Le prix Eureka, qui se veut de reconnaître une bibliothèque ayant développé et mis en place de nouvelles approches qui ont un impact positif dans une communauté et qui ont une valeur continue pour les bibliothèques publiques, a été remis à la Bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-aux-Saumons pour son projet Poinsettia, mettant de l'avant la culture par le biais du chant, de la musique et du théâtre par et pour les jeunes de 5 à 14 ans. Voici maintenant les actualités sportives. L'équipe de natation Nataqui a participé à la compétition novice du 20 octobre dernier qui se déroulait à Montjoly. Pour cette première compétition de la saison, c'est près de 30 médailles qui ont été remportées par le club matapédien. Tuan Barabé est revenu avec une médaille d'or et une de bronze. Gisèle Bornet, 2 médailles d'or. Corinne Bourque avec 2 médailles d'or et une de bronze. Flora Élie Caron avec 2 médailles d'or et une d'argent. Mia-Jade Caron avec 3 médailles d'or. Marie Duhamel avec 1 médaille d'or et une d'argent. Nora Duhamel
avec une médaille d'or et 2 d'argent, Rose Harrison avec une médaille d'argent et une de bronze, Emmanuel Kenney avec une médaille d'or, Maïka Landry avec une médaille de bronze, Béatrice Lévesque avec 3 médailles d'or, Gabrielle Michaud avec une médaille de bronze et Clara Turcotte avec une médaille d'or et une de bronze. La prochaine compétition se déroulera à Amqui ce samedi 26 octobre pour les maîtres nageurs. Afin de permettre la pérennité des sports étudiants au collégial, le club de soccer senior matapédien et les services financiers Jérémy Desrosiers ont remis un montant de 1 000 $ à l'Alizé et au Centre matapédien d'études collégiales. Cette aide financière permettra à ces 2 instances de promouvoir le sport collégial dans la région. C'est ce qui complète les actualités du 25 octobre 2024. Le club de golf Révermont a procédé à un important projet visant l'installation d'un système d'irrigation et d'arrosage. Maintenant, les travaux sont complétés. On vous présente le projet ainsi que son impact. Le projet, soucieux de maintenir le positionnement du Révermont sur le marché, de fournir un parcours de qualité et de répondre aux besoins exprimés par la clientèle, les administrateurs, suite à une réflexion stratégique, ont décidé de réaliser un projet d'investissement très important, lequel contribuerait à la pérennité du club tout en assurant sa rentabilité et une augmentation de sa part de marché. Ce projet comprend certains investissements sur le terrain, ainsi que l'achat d'équipements. Les priorités retenues sont la construction d'un système d'irrigation et d'arrosage, l'achat d'une tondeuse à allée, l'achat de voiturettes électriques, le renforcement de la digue près de la rivière Matapédia. Coût du projet. Le coût du projet a totalisé 453 855 $, répartis comme suit. Le système d'arrosage, 316 120 $. La tondeuse à finition des allées, 78 400 $. Les voiturettes, 34 935 $. Et la digue, 24 400 $. Fait que le projet comme tel, il y avait quand même pas mal d'équipements qu'on a installés. Des fois, quand je regarde tout ça, je reste encore surpris de la quantité d'ouvrages qui a été fait par les gens, les bénévoles et les travailleurs. Fait que la centrale, c'est le logiciel comme tel qui s'appelle Lynx, qui est installé dans la capitainerie, qui nous permet de gérer tout le système au complet. Une passerelle, c'est-à-dire c'est le filage arrive dans la passerelle qui gère tous les gicleurs sur le terrain. On a installé 114 gicleurs d'allée, c'est ce que vous avez vu sur la photo tantôt. 50 modules de vannes électriques. Ces modules-là permettent d'ouvrir et de fermer les gicleurs sur les verres parce que les anciens gicleurs, c'est un ancien système, fait qu'il a fallu qu'on adapte le nouveau système aux gicleurs. 20 protections parafoudre, c'est-à-dire que la foudre, comme vous savez, cet été, on a quand même subi des bonnes séquences de foudre. On a même payé le prix ici au club. La foudre nous a frappé assez fortement les pompes du système de pompage. On a une drive qui avait sauté. Et aussi, le filage en bas à l'ordinateur avait sauté. On a installé plus de 18 000 pieds de tuyauterie. Ça fait quand même beaucoup de tuyaux, là. C'est assez long. Et plus de 20 000 pieds de filage, parce que le filage suit la tuyauterie partout pour être capable de... Le système électronique suit chaque gicleur, alors il faut amener un filage à chaque gicleur. Et on a aussi la plateforme de 3 pompes ainsi que 3 drives qui gèrent les pompes. La MRC est très heureuse d'avoir contribué à un tel projet. Ça fait quand même quelques collaborations qu'on fait ensemble dans les dernières années. C'est notre fonds de vitalisation qu'on a utilisé là, pour aller chercher ce 100 000 $-là. Évidemment, le fonds de vitalisation, je pense qu'avec la description du projet, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un effet de vitalisation avec ce projet-là. En 2022, quand on a eu une demande de s'impliquer au niveau du club de golf Révermont, on en a discuté et pour nous, Amqui, le club de golf, est un lieu de rassemblement, est un lieu qui est très, très, très important. Fait que c'est pour ça qu'on a accepté
de mettre un 25 000 $. Puis comme le dit Roch tout à l'heure, dans votre projet, parce que c'est un beau projet, on a accepté aussi de rajouter un autre 25 000 $. Donc, 50 000 $ en 2022 quand on a décidé de mettre ça au niveau du club de golf, réparti en 5 ans. Je peux vous dire qu'on ne le fait pas pour beaucoup d'organismes. Claude Jacques m'a appelé et il dit on a un projet d'irrigation, puis j'avais un nouveau projet qui avait sorti au niveau de l'efficacité, de l'efficience environnementale. Donc, c'était des honoraires professionnels. Là, finalement, à force de jaser, on a réussi à sortir les honoraires professionnels du coût de projet d'irrigation. Et ça pour un montant de 20 000 $. Donc, ça a permis de contribuer de façon efficace là-dessus. Je suis en compagnie de Roch Paradis, qui est le président du club de golf Rivermont. Bonjour, Roch. Bonjour. Il fait beau, c'est une belle journée en plus pour annoncer une belle nouvelle, annoncer la fin des travaux du système d'irrigation et d'arrosage. C'est un projet quand même, ça fait plusieurs années qu'il est en branle. Oui, on a commencé depuis 2000. Il y avait la digue également, au numéro 16, 17, 16 est fait. Numéro 17 qui était dans le projet également. Les cordes, puis fait que c'était tout un gros projet qui réunissait plein d'affaires. Là. Mais l'arrosage, l'irrigation, c'est terminé. On a fait ça durant 2 automnes. On est très fiers avec notre surintendant Richard Frotte, c'est lui qui nous guidait là-dedans. Là. Fait que merci à Richard qui a fait un excellent travail. On était plusieurs, là. Il y avait des bénévoles, tous les travailleurs étaient là également. Alors, on a fait ça dans 2 automnes, ça fait que c'est incroyable. On n'a pas niaisé, mais il a fait beau. Il a fait super, super beau. On a eu 2 automnes incroyables. Fait que vous avez eu la température de votre côté pour faire avancer le projet. Oui, parce que s'il y aurait plu, trop plu, mais là, on n'aurait pas terminé. On aurait été obligé de rajouter un peu peut-être un mois de plus. Là, on parle, c'est pas un projet de luxe, là. C'était une nécessité, je pense, pour la pérennité là, du terrain de golf. Absolument. De plus en plus, les étés sont... Bien, t'en es conscient, toi aussi. Les étés sont chauds et notre terrain, il y a certains gangs, mais ce qui est vert, mais ce qui est beau, là, c'est épouvantable, mais ce qui est beau. Les verts sont incroyables, mais il commençait à avoir des parcours. Certains trous, ils commençaient à être jaunes, beaucoup jaunes. Puis nous autres, c'est pas le fun. Tu joues sur un terrain qui est jaune, la balle, la roule, ça finit plus. Fait que là, cette année, on a un beau terrain magnifique grâce à ce projet. On a fait dans le bon temps parce que ça serait beaucoup plus onéreux si on aurait attendu. Fait, on l'a fait dans le bon temps. On a eu des partenaires. Ville d'Amqui, MRC de la Matapédia, SADC de la Matapédia, puis la Caisse de jardin Vallée de la Matapédia. 4 principaux partenaires. J'imagine aussi les golfeurs cherchent un minimum de qualité de terrain aussi. J'imagine pour attirer les gens, il faut avoir une qualité de terrain. Exactement. C'est pour ça que cette année, on a parti de 240 membres. On est monté à 274 membres. Écoute, on a 34 membres de plus. C'est incroyable. Je pensais pas. Moi, j'avais un objectif de 270. On a dépassé notre objectif. Mais c'est sûr, on a toujours des plus gros objectifs. Il faut en avoir des objectifs. Si on n'en a pas, là, oublie ça. Mais le terrain, si on veut attirer les gens de l'extérieur, il faut avoir un beau terrain. Parce qu'ils ne viendront pas jouer si les verres ne sont pas beaux. Puis les verres, cette année, c'était magnifique. On a acheté une rouleuse à verre aussi. Là. Ça vaut 12 500 quand même encore. Là. On a acheté une rouleuse. Puis c'était magnifique. Les verres étaient incroyables. Tout le monde nous disait, ça venait de partout. Partout, à Montréal, Québec, Lac-Saint-Jean, tout ce que tu veux. Des touristes, il y en a ici. Là. Puis ils venaient jouer, puis bravo pour votre terrain. C'est pas croyable d'avoir un beau terrain de golf. Puis, tu sais, on n'est pas une population à... Tu sais, veux dire, dans la vallée, on n'a pas 100 000, là. Ça fait qu'avec la population qu'on a, avoir 275 membres puis un beau terrain qui attire tant de touristes, je pense que... Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce qu'il y a toujours des choses à faire, tu sais. Oui. Prendre notre stationnement, on voudrait le refaire. Il y a plein de choses qu'on veut faire ici, mais c'est l'argent. C'est toujours une question d'argent encore. Tout le temps l'argent. Une chose à la fois. C'est ça. En plus du système d'irrigation, il y a aussi des nouveaux cars qui ont été achetés, puis une tondeuse à aller aussi. Oui, une belle tondeuse à aller qui tombe magnifiquement. Là. Il y avait 80 000 $ quand même. Elle était dans le projet. Les cars, c'est la même chose. Les cars, on a réservé d'autres pour l'an prochain. On manque de cars. Puis, plein de tournois qu'on est obligé de refuser du monde parce qu'on n'a pas assez de cars. Puis ça, c'est un peu désagréable parce que nous autres, ça nous amène, regarde, ils vont monter ici, ils vont prendre de la bière, ils vont manger ici, ils vont... tu sais, c'est plein de choses. Si j'ai 10 personnes, si j'ai 5 heures de plus, il y a 10 personnes de plus qui jouent sur le terrain. À 40 $, ça fait 400 $. À 50 $, ça fait 500. Tu sais, c'est toute une chaîne qui fait qu'au bout de l'année, bien, si on n'a pas assez de cars, bien, on a perdu tant d'argent. Fait que c'est nous autres, pour ça que l'année prochaine, c'est sûr qu'on va avoir 5 autres cars ici.
c'est un projet qu'on a, puis on veut le faire. 5 cases, c'est un bon petit investissement encore, mais on va se serrer à la ceinture, comme on dit. Ben, si on va attirer des gens et on va offrir un service de qualité, ça prend un minimum d'investissement. C'est ça. Mais merci à nos employés. On a des employés incroyables. Là. C'est à la boutique partout, le terrain. Puis il y a beaucoup de demi-temps, nous autres. Sur le terrain, il y a 2 personnes à temps plein. Les autres, tout temps partiel. Il y en a 8. Je vais te donner après une idée. Là. Puis c'est la même chose en bas. Là. On a du temps partiel, temps plein. C'est ça. La qualité du service est aussi importante que la qualité du terrain. Oui, je pense qu'on a des gens de qualité, des gens qui connaissent ça pour servir le monde. On est bien contents. Roch Paradis, merci beaucoup, puis félicitations pour tout ce que vous faites pour qu'on puisse avoir un beau terrain de golf ici à Amqui. Nous autres, on vous remercie à TVC parce que vous êtes d'excellents collaborateurs. J'espère qu'on va continuer à collaborer ensemble. Oh oui, c'est pas fini. Merci. Bonne journée. En plus du projet d'irrigation, le club de golf a fait l'acquisition de nouvelles voiturettes et d'une tondeuse d'allée pour offrir de meilleures conditions à sa clientèle. Mais il faudra attendre la prochaine saison pour profiter de ces améliorations. Un nouveau balado vous sera présenté par la TVC de la Matapédia dès la semaine prochaine. Le sujet qui sera abordé, c'est la carrière atypique. Et pour nous en parler, je reçois 2 invités. Tout d'abord, Marlène Villeneuve, qui est conseillère en orientation au Centre matapédien d'études collégiales. Et notre amie Andréane Deveau. Bonjour. Qui est agente d'accompagnement et de concertation à Cosmos Matapédia. Bonjour à vous 2. Bonjour. Bonjour, Marc. Donc, on parle de ce nouveau projet d'un balado. Donc, il y a un nom, ce balado-là. Oui, c'est Pi. C'est quoi tu vas faire dans la vie? C'est bon, ça. Pi, Marc, c'est quoi tu vas faire dans la vie? Je pense que je suis parti pour être journaliste animateur à la télé. Tu fais un travail merveilleux. Et j'ai parlé un peu que ça va traiter un peu de carrière, mais plus précisément, là, de quoi ça va traiter, ce balado? Dans le fond, on a fait ce projet-là pour parler des parcours de vie atypiques, pour présenter, dans le fond, aux jeunes puis à leurs parents que c'est normal de ne pas savoir nécessairement ce que tu vas faire dans la vie pour le reste de ta carrière. Quand tu as 17, 18 ans, 16 ans, parce que, dans le fond, la très grande majorité du monde aujourd'hui, ça change de parcours, ça change de vie. Donc, pour pouvoir peut-être un petit peu essayer de dédramatiser ça, là, en quelque sorte. Là. Oui, comme tu l'amènes, parce que c'est plus comme il y a 20 ans où les gens se trouvaient un emploi, ils sortaient de l'école, travaillaient là toute leur vie, ils prenaient leur retraite, puis c'était fini, mais c'est plus comme ça aujourd'hui, là. Il y a beaucoup de changements, les gens changent, donc je pense que c'est normal de l'aborder, puis de dire c'est normal aussi, quelqu'un, mais voyons, pourquoi je change? On a plein d'intérêts, puis on veut toucher à toutes sortes de choses. C'est ça. C'est intéressant de pouvoir l'amener, puis le démystifier. Puis le dédramatiser aussi. Oui, parce qu'il y en a qui, en sortant de l'école, suivent le chemin qui s'était fixé, puis avec la réalité du terrain, ils se rendent compte que c'est peut-être pas nécessairement ce qu'ils voulaient, puis là, c'est « Oh mon Dieu, il faut que je recommence », puis tout ça fait partie d'un processus qui est vraiment intéressant. Les histoires qui nous ont été racontées sont franchement intéressantes, puis toujours positives. Oui. Ouais. Puis justement, ça vous est venu où cette idée de justement faire un balado sur ce sujet-là? Bien, de notre côté, il y avait beaucoup ça qui était mentionné auprès des intervenants du milieu scolaire puis du communautaire, tu sais, l'angoisse là, du choix, de l'orientation, puis tout ça, mais aussi, tu sais, Cosmos, c'est 0 à 30 ans. Fait que, tu sais, tu peux avoir 28 ans puis être malheureux dans ton travail, mais il y a encore des choses que tu peux faire puis tu peux te réorienter en masse. Donc, ça faisait partie de certaines préoccupations que la TVC aussi avait déjà envie aussi d'aborder. Eux autres aussi avaient observé le problème de leur côté, parce que la TVC sont sa couche. Puis il y avait eu l'idée aussi. Fait que là, c'est dans une réunion fortuite autour d'une poutine qu'on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux un projet similaire, Cosmos puis la TVC, puis on a dit on devrait se mettre ensemble. La TVC était merveilleuse dans tout ce qui a été enregistrement, production, les rencontres pré-entrevues, tout ça avec Marlène. Mais là, on s'est dit ça nous prend quelqu'un qui a l'expertise. Fait que là, on s'est tourné vers Marlène. Marlène, professionnelle depuis plusieurs décennies. Plusieurs décennies, quasiment 2 décennies, on va dire. Tout ce qui est pertinent, ça vient de Marlène. C'est ça. Moi, c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps aussi, justement, le côté des parcours qui ne suivent pas la voie comme nécessairement tracée, puis aussi le rôle du hasard qui fait que on va changer là, de vie, de parcours, puis je le constate depuis
de nombreuses années. Aussi, tout le côté de l'anxiété que ça génère quand il vient le temps là, pour les gens de choisir un choix de carrière. Fait que pour moi, quand j'ai entendu parler de ce projet-là, j'ai comme tout de suite levé la main. Je me disais, non, faut que je mette mon petit grain de sel là-dedans puis que je participe là, parce que je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant puis une super bonne idée aussi. Là. Vraiment. Fait qu'on a eu le soutien de Marlène, mais on a aussi eu, puis il faut le mentionner, que le projet est en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, donc qui nous ont aidés financièrement. Là. Puis aussi, c'est Service Québec qui a validé que les contenus du podcast sont tout à fait opportuns, pertinents et ils ont beaucoup aimé, d'ailleurs, en ce qu'on nous a dit. Et ça va ressembler à quoi, justement, ce podcast-là? Il va y avoir, j'imagine, l'animation, il va y avoir des invités. Ça va se dérouler comment, un épisode? Bien, dans le fond, on a fait un appel à la communauté pour essayer de trouver là, des invités qui seraient prêts, qui seraient intéressés là, à venir partager un peu leur vie, leur expérience avec nous. Donc, on a rejoint, dans le fond, au total, on a fait 8 épisodes. Donc, 8 adultes qui étaient intéressés à venir parler un peu de leur parcours. Puis à ça, se sont greffés aussi 2 jeunes. Donc, dans 2 épisodes là, différents, on a des jeunes qui sont venus aussi nous parler de où est-ce qu'ils en sont actuellement. Des jeunes, puis une jeune adulte aussi, une troisième qui est comme un petit peu entre les deux. Donc, c'est ça, qui sont venus là, nous parler un peu là, de leur parcours, qu'est-ce qui les intéressait, puis qu'est-ce qu'ils envisageaient, c'est quoi leur vision aussi là, de jeunes, c'est quoi présentement faire un choix pour eux, est-ce que c'était difficile, est-ce que c'était facile, donc... C'est rafraîchissant de voir les jeunes qui se préparent vers ce passage-là, vers la vie adulte, vers l'orientation, parce que, ça fait un petit moment, là, moi puis Marlène, qu'on l'a fait cette transition-là, fait qu'il y a un petit regard là. C'était intéressant aussi, ça a ajouté vraiment une plus-value. Parce que là, il va y avoir combien d'épisodes? 8 épisodes. 8 épisodes. Mais au début, il y en avait 7. Il y a tellement de gens qu'on s'est rendu compte, il y a tellement de gens qui ont des parcours atypiques. Je pense que c'est plus rare d'avoir un parcours complètement atypique où tu sais ce que tu fais à la fin de ton secondaire, tu le fais, puis la réalité te convient du milieu du travail, puis c'est merveilleux. Je pense que ça, c'est plus les histoires d'exception. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est comme avec ça. la réalité d'aujourd'hui, la fermeture des entreprises et tout, il y a un roulement qui se fait, donc il faut se renouveler. Oui. On n'a pas vraiment... Il y a certains niveaux, on n'a pas le choix de se renouveler, même nous-mêmes, là, dans ce milieu-là. Oui. Et puis, quand est-ce que ce beau projet-là va être présenté? Quand est-ce qu'on va pouvoir écouter ça? La sortie officielle, à ce qu'on m'a dit, c'était le 1er novembre. Ça va être disponible sur la chaîne YouTube et le site web de la TVC, mais aussi sur Balado Québec, Apple TV et toutes les autres plateformes de podcasts que vous utilisez, dont le nom m'échappe. YouTube, la chaîne YouTube de la TVC. Je vous suggère la version vidéo, c'est franchement plus intéressant sur la chaîne YouTube de la TVC. Et j'imagine que vous êtes toutes les deux dans les épisodes. C'est vous qui animez, qui guidez, posez les questions et vous parlez avec les gens. Oui. Il y a vraiment eu un travail de fait en amont là, pour s'assurer qu'on n'aborde pas toujours les mêmes questions. T'sais. L'orientation scolaire et le passage à vie adulte, c'est plein de défis que tu peux rencontrer. Fait qu'on s'est assuré que les sujets varient d'un épisode à l'autre. On l'a bien fait, je pense. Je crois que oui. Je suis pas inquiet. Je suis sûr que ça va être très intéressant et le fun à écouter. Bien, merci beaucoup, Andréane et Marlène, d'être venues nous parler de ce beau projet. Puis merci beaucoup d'avoir proposé ce projet-là et de nous présenter ça. Je pense que ça va être super intéressant. Puis on invite les gens à l'écouter. Vraiment. Puis merci de nous avoir reçus pour en parler. Puis bientôt, là, surveillez ça. Là, dans la semaine du 1er novembre, il va y avoir un concours là, pour ceux qui vont avoir été voir les épisodes pour y gagner quelques centaines de dollars à la librairie. Check ça, là, mon temps m'échappe, mais il va y avoir un beau concours là, pour mousser le lancement. Une raison de plus pour les écouter. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Ne manquez pas le nouveau balado. Puis, c'est quoi tu vas faire dans la vie? Dès le 1er novembre, sur le câble avec Cogeco au canal 555. Maintenant, on est en HD. Et sur notre chaîne YouTube et par l'entremise aussi de notre site internet tvcmatapedia.com. Bon visionnement! Même si on est au mois d'octobre, il n'est pas trop tôt pour penser à ses cadeaux de Noël. Et pour éviter le stress de dernière minute, pourquoi ne pas profiter du marché de Noël artisanal du Camp Sable Chaud pour faire ses achats? Pour nous en parler, je reçois Marie Michaud, qui est membre du conseil d'administration du Camp Sable Chaud. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Oui. Donc, le marché de Noël artisanal est de retour. Ça va faire combien d'éditions? La 3e édition. 3e année.
Fait que ça va bien. Ça va très bien. Puis si on prend un petit recul, puis on fait le bilan des 2 premières éditions, vous repartez avec quoi comme conclusion? De continuer à le refaire l'année prochaine. Ça veut dire que ça a bien marché les 2 premières années. Oui, absolument. Les gens sont heureux. C'est relax, nous autres, au camp. C'est facile, c'est familial. On dirait que c'est familial, tu sais. C'est intéressant pour les artisans aussi. Il n'y a pas de stress là. Okay? Alors, la première année, on avait une salle où il y avait des artisans. L'année passée, on a rajouté une deuxième, puis cette année, on a ajouté une 3e salle. OK, fait que c'est... Alors, ce qui fait 18 artisans-artisanes. OK. Et ils font des choses extraordinaires. Bon, c'est bon signe. Ça monte en popularité puisque de plus en plus, vous avez besoin de plus en plus de place et tout. Oui. La seule chose qui pourrait être terrible, c'est je sais pas moi, une bordée de neige ou... Qui empêche les gens de sortir. Bien, la première année, on a eu de la pluie verglaçante, alors on a été obligé de fermer un soir. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Parce que ça le dit, c'est un marché de Noël artisanal, donc on retrouve beaucoup d'artisanat, mais qu'est-ce qu'on va retrouver ou juste dans le salon? C'est varié. On essaie de ne pas avoir deux artisanes qui font le même... OK. Mais ça, tu peux en avoir 2 en bijoux, mais c'est différent. OK. Alors, il y a de la peinture, il y a du tissage, du tricot, Même cette année, les abeilles vont être là. Oui, il va y avoir de la nourriture aussi également, j'imagine. Oui, on a une petite cantine qu'on fait sur l'heure du dîner, sur la soupe avec une galette ou un café. Alors, les gens peuvent se relaxer là. Et il y a un comptoir de pâtisserie des fêtes. OK. Ça, c'est très recherché. OK. C'est un beau plus pour ce marché de Noël-là. Qui va participer? Parce que là, toutes ces belles choses-là, il va y avoir combien de participants, justement? 18. 18, OK, tu l'as mentionné. 18, là, tu me parlais qu'il va y avoir la présence d'abeilles. Là, tu as piqué ma curiosité. C'est un atelier sur les abeilles. Tu sais, on se pose la question, pourquoi il faut pas couper le gazon le printemps? Moi, cette année, le plus bel exemple que j'ai eu, c'était drôle, c'était pas l'histoire de gazon, mais à ma nouvelle résidence, il fait très chaud à l'extérieur et le vent, alors mes fleurs naturelles ont péri. Alors, j'ai mis des roses rouges en soie. OK. Et j'ai eu des abeilles. Fait que là, je demandais à M. Nicolas Bélanger, ben, il dit, c'est normal. Il dit, c'est pour ça maintenant qu'on peinture les ruches de couleur pour que les abeilles ne soient pas tous dans la même ruche. Ah! Alors, moi, j'ai appris quelque chose. Fait que ça veut dire que les gens qui vont venir nous visiter vont aussi apprendre des choses. C'est-à-dire que ce qu'on comprend, c'est que les abeilles voient les couleurs. Bien, moi, je pense que oui. En tout cas, ils ont vu le rouge. S'ils ne voient pas tout, ils voient moins le rouge. J'en ai encore, là, qui viennent. OK. Ah, c'est intéressant. Fait que c'est des choses qu'on va apprendre. Fait que ça, c'est un atelier qui va, avec M. Bélanger, on s'organise à savoir si il va la faire en continu ou s'il y aura des heures précises. Ça reste à déterminer. Justement, en parlant des heures, ça va être quoi les dates? Ça va être quoi l'horaire? Les dates, c'est le 9 et 10 novembre, de 10h à 17h. OK. Donc, samedi et dimanche. Oui. Et comment ça va se dérouler? Les gens arrivent, ils vont visiter les différents kiosques? Oui. Fait qu'on fait une circulation pour que les 3 salles soient vues. Alors ça, c'est important pour nous. Et le vendredi, pas le vendredi, mais le samedi matin à 10h, on va faire l'inauguration principale avec ceux qui sont nos partenaires depuis plusieurs années. Entre autres, les clubs sociaux comme les Optimistes, les Lions, le Richelieu-La Rocarde. Et Mme la mairesse va être là aussi. Alors, ils prennent la parole et on sert un mimosa non alcoolisé. Et ça débute les fêtes. Oui, fait que là, des belles idées cadeaux. Puis si les gens trouvent des cadeaux à donner, il va y avoir un service d'emballage. Oui, si les gens font des achats et ils disent que c'est pour un cadeau, ben on va voir ce qu'il faut pour les emballer. Que ce soit un cadeau de fête ou un cadeau de Noël,
On va voir ce qu'il faut pour le faire. Et en plus, parce que vous offrez plein de beaux services, il va y avoir un service de photographie. Oui, le dimanche, il va y avoir un photographe de 10h à 14h. OK. L'année passée, ça a été beaucoup apprécié, mais c'est sûr qu'avec les cellulaires aujourd'hui, vous pouvez prendre des photos à n'importe quand. Là. Il y a un aménagement qui est fait avec un décor de Noël. Mais il y a un photographe sur place. Bien, c'est un beau Je peux juste pas vous dire le coût. Ah, à Alors, voir. On verra. Là, on parle des coûts, on parle de... Les gens vont faire des achats, mais est-ce qu'il y a différentes possibilités de payer ou c'est juste en comptant? Oui, de plus en plus, les artisans sont familiers avec les virements. Ça, c'est important, ou l'argent comptant, bien sûr. Et pour le kiosque du Camp Sable Chaud, on accepte les cartes de crédit. OK. Donc, le Camp Sable Chaud va avoir un kiosque sur place. Oui. Et qu'est-ce qu'il va y avoir à ce kiosque-là? Décoration de Noël. OK. Et là, l'argent qui va... Pour les décorations qui vont être achetées, l'argent qui va être ramassé? C'est pour le Camp Sable Chaud. OK, ça va servir pour les exactement, projets du Camp Sable Chaud. L'événement, j'imagine, est gratuit, c'est accessible à tous? Oui, absolument. Tout le monde sont les bienvenus. Pour commencer déjà à se mettre dans l'ambiance de Noël. Ah ben oui, parce qu'on n'a pas d'autres dates. Après ça, c'est les parties de Noël qui commencent. Nous autres, on n'a plus de place. Parfait. Marie Michaud, merci beaucoup d'être venue nous parler de ce bel événement-là. On est vraiment content qu'il prenne de l'ampleur chaque année, parce que c'est vraiment une belle façon de se procurer des choses uniques qui sont fabriquées à la main. Ce qui est important aussi, c'est de rendre un peu un hommage à nos artisans. Oui. Qui n'ont pas besoin nécessairement d'aller beaucoup à l'extérieur et qui peuvent vendre leurs belles choses. C'est important pour nous. Tout à fait. Et merci beaucoup. Ça fait plaisir. Un rappel, notez bien les informations. Le marché de Noël artisanal du Camp Sable Chaud se déroulera le 9 et 10 novembre prochain au Camp Sable Chaud, situé au 530 rang Saint-Philippe à Amqui. Et pour toute information, vous pouvez contacter Marie au 418-629-0150. La ville d'Amqui a été sélectionnée pour l'implantation d'une nouvelle succursale de la SQDC, la Société québécoise du cannabis. Pour en apprendre davantage sur ce projet, j'en discute avec Chouane Pham, qui est porte-parole de la SQDC. Bonjour Chouane. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Bien, merci d'avoir accepté. On le sait qu'une société d'État comme la SQDC, quand il implante des succursales, il y a une stratégie souvent derrière ça. Et en quoi, justement, le choix de la ville d'Amqui répondait à votre stratégie d'implantation? Bien, depuis notre ouverture en 2018, la SQDC ouvre continuellement des succursales. C'est sûr qu'au début de la légalisation, on était très axé sur l'ouverture de succursales en grand nombre pour être certain d'être présent partout sur le territoire québécois. Et là, je vous dirais que durant l'exercice financier qui est en cours, c'est la première année où la SQDC prend le temps de développer des nouveaux concepts, de sortir de son modèle traditionnel de succursale. Et c'est ça, là, on est dans l'exercice financier 2024-2025. Et parmi les succursales qu'on ouvre cette année, il y en a 2 qui auront un concept de petite surface, celle qui va être située à Montmagny, dont l'ouverture est prévue à la fin janvier, mais également celle d'Amqui, dont l'ouverture est prévue quelque part à la fin mars, donc fin de l'hiver ou début du printemps. On n'a pas encore de date officielle, mais c'est un nouveau concept de petite surface qui est adapté à la taille du marché, avec une superficie un peu plus petite que nos succursales conventionnelles, mais on pense que c'est un modèle qui peut bien fonctionner pour certaines municipalités comme Amqui et comme Montmagny. Est-ce parce que c'est des plus petites municipalités, donc en allant avec une succursale qui est plus petite, ça va mieux fonctionner?
Bien, justement, ce sont des succursales. Bon, parlons de celle d'Amqui, mais ça va être une succursale qui est adaptée à la taille du marché. Donc, en termes de superficie, je crois qu'on va se situer autour de 1400 pieds carrés au total, alors qu'une succursale conventionnelle, parfois on est autour de 2000, 2400, on peut même aller jusqu'à 2600 pieds carrés. Donc oui, c'est une surface qui est plus petite. L'offre de produits également va être adaptée à la taille du marché. Là, on parle d'environ 250 produits qui pourront être offerts aux consommateurs et aux consommatrices d'Amqui, alors que dans des succursales conventionnelles, on tourne plus autour de 400. Je vous dirais que c'est une offre qui est pas pareille d'une succursale à l'autre, mais c'est ça, c'est comme je vous l'explique, ça va être adapté selon la population. Donc, c'est un concept qu'on essaie qui nous permet de nous implanter peut-être à d'autres endroits qu'on a identifiés comme des trous de marché, parce que à la base, la mission de la SQDC, c'est de contrer le marché illégal et d'offrir des produits à moindre risque aux consommateurs. Fait qu'on est un peu comme un projet pilote, là. Vous essayez ce nouveau concept-là et j'imagine après ça, si ça fonctionne bien, vous allez pouvoir l'instaurer un peu partout ailleurs après ça? Ben, oui, c'est un projet qu'on essaie. Comme je vous dis, ça va être les 2 premières succursales de ce concept-là, avec ce concept-là et cette taille-là, Amqui et Montmagny. Donc, par la suite, est-ce qu'on aura d'autres plans d'expansion avec ce modèle-là? Ça reste à voir parce que notre réseau de succursales, là, présentement, on compte 100 succursales. On va continuer à ouvrir des succursales, mais probablement à un rythme moins rapide que les années précédentes parce qu'on a un réseau qui commence à atteindre une certaine maturité. On n'a pas de projection de croissance ou d'ouverture de succursales pour les prochaines années, mais si c'est un concept qui fonctionne bien, bien évidemment, on va pouvoir le considérer pour nos projets futurs. Vous savez, c'est la première année, comme je vous disais, c'est le premier exercice financier où la SQDC se permet d'essayer de nouveaux concepts. Là, avec Amqui, c'est le concept de la petite surface, mais il y a d'autres concepts qu'on explore également. Notamment, il y a un concept qu'on a commencé dans quelques succursales au cours des derniers mois. C'est au niveau de l'affichage des produits. Si vous êtes déjà rentré dans une SQDC, présentement, la grande majorité de nos succursales, on affiche nos produits selon le type d'espèce. Donc, est-ce que vous cherchez un produit plus de type sativa, plus de type indica, plus de type hybride? Alors que maintenant, les consommateurs québécoises et les consommatrices québécoises sont beaucoup plus au courant de ce qu'ils cherchent. Donc, maintenant, dans certaines succursales, on a commencé à afficher les produits par catégorie de produits. Est-ce que vous cherchez un pré-roulé, un comestible, une boisson ou encore un grand format, un produit moulu? Donc, comme ça, quand les gens entrent dans la succursale, c'est beaucoup plus clair pour eux. C'est tel produit que je veux, c'est telle chose que je recherche. Donc, ça facilite l'expérience du client en magasin et c'est beaucoup plus facile pour la clientèle de s'y retrouver quand elle entre dans notre succursale. Justement, si on se ramasse avec une succursale un peu plus petite en superficie, est-ce qu'on va retrouver tous les mêmes produits quand même et les mêmes services? Bien, il y a tous les mêmes services. C'est sûr qu'il n'y aura pas en magasin, je parle bien en magasin, il n'y aura pas tous les produits disponibles. Puis, c'est une réalité qui est vraie dans toutes les succursales de la SQDC. Même à Montréal même, la succursale au point A versus la succursale au point B n'aura pas la même offre de produits. C'est pratiquement impossible pour n'importe quelle succursale d'avoir l'inventaire du catalogue de la SQDC. Même que, au total, en moyenne en succursale, on en offre environ 400, mais si vous allez sur notre site web, il y a une offre de produits qui est beaucoup plus grande. On tourne autour de 800 produits si les gens préfèrent magasiner en ligne. Donc, en succursale, c'est sûr qu'il n'y aura pas tous les produits, mais pour la population d'Amqui, même s'il n'y a pas encore de succursale à Amqui, c'est toujours possible de commander sur le site de la SQDC. Il y a différents types de livraisons.
Probablement que, là, j'ai pas les fins détails à portée de main, mais probablement que pour le Bas-Saint-Laurent, c'est une livraison potentiellement avec Poste Canada avec 1 à 5 jours ouvrables. Là, je vous dis des chiffres ronds, là, sous réserve, mais je vous dis que les produits demeurent, l'ensemble du catalogue demeure accessible à tous les Québécois. Là, tu mentionnais que la succursale d'Amqui ouvrirait probablement à la fin mars. Justement, dans ce processus-là, on en est rendu où par rapport? Est-ce que le local est trouvé? Est-ce que les ententes avec la ville sont conclues? Je sais que le local a été trouvé. Je crois également, oui, le permis avec la ville a également été octroyé. Par contre, les travaux de construction n'ont pas encore débuté, mais on demeure optimiste qu'on va pouvoir ouvrir à la fin de l'hiver ou au début du printemps, parce que on fait déjà, on est habitué d'ouvrir des succursales. On a un bon réseau de fournisseurs. Souvent, on va toujours en appel d'offres pour la construction de chaque nouvelle succursale. Quand c'est un fournisseur qui a déjà fait affaire avec nous, ce fournisseur-là peut travailler avec des entrepreneurs locaux. Mais pour l'instant, je vous dirais que les travaux n'ont pas encore commencé à Amqui. Juste pour vous donner une image globale de notre réseau dans la région du Bas-Saint-Laurent. Bien, présentement, on a déjà 3 succursales dans le Bas-Saint-Laurent, celle de Matane, celle de Rimouski et celle de Rivière-du-Loup. Amqui deviendrait la 4e succursale dans le Bas-Saint-Laurent, même si c'est quand même collé sur la Gaspésie, mais officiellement la 4e pour la région du Bas-Saint-Laurent. Puis je crois que ça va être vraiment une plus-value parce que c'est quand même dans un secteur assez passant. Je crois que vous connaissez quand même le secteur qui va être situé sur le boulevard Saint-Benoît, oui, où c'est une place commerciale où il y a déjà une épicerie, une pharmacie, une institution financière. Puis je crois qu'il y a même nos collègues de la SAQ dans cette place commerciale-là. Donc, on est content de pouvoir être situé dans un local quand même passant, parce que vous savez, quand la SQDC tente de s'implanter dans une municipalité, bon, il faut, oui, obtenir les autorisations de la ville, il faut trouver un local, il faut que le bailleur faut qu'on accepte de nous signer un bail, et aussi on doit être situé à au moins 250 mètres de tout établissement d'enseignement, donc de toute école. Donc là, on a réussi à trouver un endroit, on est très content, donc on est optimiste que ça va être une succursale qui va bien fonctionner. Puis pour les gens d'Amqui, c'est quand même une bonne économie de temps, je crois, pour ceux qui aiment magasiner en succursale, parce que la succursale la plus proche, ce serait celle de Matane, qui est à une 60aine de kilomètres. Rimouski, une 100aine de kilomètres. Donc, on peut considérer que c'est quand même une bonne économie de temps et de carburant. Ben oui, tout à fait. Chouane Pham, merci beaucoup. Bienvenue. Puis on vous invitera à l'ouverture de la succursale si vous êtes intéressé. On sera là pour couvrir ça. On pourra se rencontrer peut-être en personne. Oui. Je ferai la route, c'est pas si loin à Amqui. Moi, je vous dirais, tranche personnelle, j'ai 2 enfants qui sont des guittés de la baie des Chaleurs. Donc, c'est une route que je suis quand même habituée de faire dans l'espèce de rond-point de Amqui. Donc, ça me fera plaisir de revenir vous voir. Parfait, merci. Pour toute information concernant le cannabis, les produits, les succursales, vous pouvez consulter le site Internet de la SQDC à l'adresse sqdc.ca/FR-CA et la page Facebook Société québécoise du cannabis. Le 5 septembre dernier, la municipalité de Val-Brillant avait inauguré la fin des travaux du projet de mise aux normes des installations d'interception et de traitement des eaux usées. Lors de cet événement, la municipalité avait expliqué le fonctionnement du centre de traitement des eaux usées et nous avons décidé de vous présenter cette visite guidée qui a été effectuée par le directeur général de la municipalité de Val-Brillant, Michael Vignola, et pour vous permettre de mieux comprendre son fonctionnement. Bonne visite! À la municipalité de Val-Brillant, l'interception, ça se passe au village. Fait que quand on dit que c'était un projet de mise aux normes, d'interception et traitement des eaux usées, du côté de l'interception, c'est tout ce qui se passe dans les conduites d'égout de la municipalité, que ce soit les stations de pompage ou les conduites
qui récupère l'égout des maisons puis qui envoie ça dans une station de pompage principale qu'on appelle PP1. Le PP1 est conçu pour emmagasiner ces eaux-là, puis il y a des pompes à l'intérieur qui envoient les eaux usées dans le regard d'entrée qui est là. Alors, à partir du moment où l'eau usée entre dans le regard d'entrée du traitement, on tombe en traitement des eaux usées. Alors, à partir d'ici, on est vraiment dans le traitement. Tout ce qui est plus bas, c'est l'interception. Alors, quand que l'eau usée rentre dans le regard, il tombe à l'intérieur. Ensuite, ça s'en va gravitairement par une conduite qui rentre dans le bassin numéro 1. Dans le bassin numéro 1, c'est principalement la décantation primaire. Alors, c'est les solides qui sont dans l'eau usée qui s'en vont se déposer au fond, principalement. Là, actuellement, l'aération ne fonctionne pas, mais habituellement, dans le bassin numéro 1, il y a beaucoup d'atara qui fait que l'eau brasse tout le temps. Fait que ce que ça fait, c'est que ça descend solide au fond. Puis on devient avec deux systèmes de digestion naturelle qui se fait dans les bassins, la digestion aérobique et anaérobique. Dans le fond, c'est des bactéries qui se développent naturellement, qui mangent une grosse partie des déchets qu'il y a dans l'eau usée. Alors ensuite, on arrive au rideau. Dans le rideau, il y a des trous qui fait que les grosses matières solides ne traversent pas dans le bassin numéro 2 ou pratiquement pas. Dans le bassin numéro 2, c'est une deuxième décantation où les particules en suspension continuent de se déposer au fond. Il y a aussi de l'aération. Puis, c'est comme juste pour éviter qu'il y ait du gros solide dans l'ensemble du bassin, fait qu'on divise les bassins en deux bassins. Quand on tombe dans le bassin numéro 2, déjà, l'eau usée, le traitement est avancé. Parce qu'il y a beaucoup de protozoaires dans l'eau, c'est des petites bébites qui se développent. Quand on sort du bassin numéro 2, on passe par le regard d'injection. Dans le fond, dans notre système de traitement, on a de l'injection de coagulant, qui est un produit chimique qui s'appelle le sulfate ferrique. L'injection de sulfate ferrique, ce qu'il fait, c'est qu'il agglomère les particules de phosphore, d'orthophosphate, de plein de produits chimiques, puis les agglomère, puis il lui permet de descendre au fond du bassin pour se déposer dans les boues solides qui sont au fond. Alors, ce que ça fait, c'est que ça élimine ce qu'il y a en suspension dans l'eau comme produits chimiques, comme phosphore, comme orthophosphate, etc. Alors, dans le regard d'injection, ce que vous voyez, le col de cygne, il y a l'injection du sulfate ferrique. La première injection, parce qu'on a une deuxième injection qui a été ajoutée dans la dernière année, juste avant qu'on y aille en appel d'offres. Le ministère nous a exigé l'ajout du traitement tertiaire. Le traitement tertiaire, c'est à la sortie du bassin numéro 3. On va tomber dans une station de pompage qui va doser encore une fois le produit chimique dans l'eau, qui va l'envoyer dans un serpentin de contact, dans des conduites de contact, pour que le produit chimique se mélange bien avec l'eau et qu'il fasse comme il faut sa job avant de rentrer dans la filtration granulaire. La filtration granulaire, c'est un gros fil comme une piscine. Si vous avez une piscine chez vous, c'est un fil avec du sable dedans, l'eau passe au travers de ça, ça retient les particules. C'est le même procédé. Toute la filtration granulaire fonctionne à l'air. Fait qu'il n'y a pas d'électricité dans ce système-là, tout fonctionne à l'air. C'est des bulles d'air qui sont injectées dans le fond du bassin qui font monter le sable en haut. Puis, il y a des cascades qui démanchent le sable pour libérer la saleté qui est dans le sable, pour la retourner dans le regard d'entrée, puis dans le bassin numéro 1. Fait dans le fond, il y a à peu près 20 à 30% de l'eau qui est prête à sortir et qui retourne dans le bassin numéro 1, qui va être traitée une deuxième fois, parce qu'elle, elle contient tout ce qui a été retenu par le filtre au sable. Fait que l'eau de lavage, le backwash, si vous avez une piscine, le backwash se retourne dans le bassin numéro 1. Alors, dans le bassin numéro 3, lui, sa job principale, c'est de recevoir l'eau qui a été mélangée avec le sulfate ferrique à l'entrée du bassin au fond complètement. Puis ensuite, il y a seulement le 1/3 du bassin qui est aéré. Fait que le produit se mélange adéquatement avec l'eau usée. Puis le 2/3 du bassin qui n'est pas aéré permet à tout ce qui reste en suspension dans l'eau de se déposer au fond du bassin. Fait que, théoriquement, quand on arrive à la fin du bassin ici, on est prêt à envoyer l'eau au lac parce que son traitement est complété. Sauf que nous, on rejette dans un milieu fragile, qui est le lac Matapédia, qui est déjà très haut en phosphore. Alors, le ministère de l'Environnement nous a exigé de rajouter un traitement pour éliminer encore plus le phosphore. Étant donné que la norme au Québec, c'est 0,8 mg par litre de phosphore au rejet
d'un étang aéré. Nous, notre norme à Val-Bréand, c'est 0,3 mg par litre de rejet à la sortie du bassin aéré. Fait que cette norme-là qui nous est imposée, due à la qualité de l'eau du lac Matapédia, bien, ça a rajouté le traitement tertiaire que je vais vous présenter de l'autre côté là-bas. Fait que dans le fond, on s'assure qu'à la sortie de notre système de traitement, qu'on rejette de l'eau avec un taux de phosphore inférieur à 0,3 mg par litre en tout temps à l'année. Ça, c'est une obligation légale par le ministère de l'Environnement. Du côté du traitement tertiaire, pour terminer notre traitement, on rentre dans le regard d'entrée, de l'autre côté. Je vais enlever mon micro, je vais parler plus fort, puis on va aller de l'autre côté, ça va être plus facile à comprendre. Fait que dans le fond ici, l'eau usée du bassin numéro 3, elle rentre dans ce regard-là. Cette boîte-là, elle sert à contrôler le niveau d'eau qu'il y a dans les bassins. Si vous voulez faire le tour, vous allez pouvoir voir. La station, juste de l'autre côté, l'autre bloc de béton, dans le fond, ça c'est une station de pompage. C'est fait de la même façon que la station du village, sauf que c'est beaucoup plus petit. La station PP1 en bas est le double de ça pratiquement. C'est vraiment très gros. Puis ça peut rétentionner une certaine quantité d'eau advenant qu'il y ait une panne électrique ou quelque chose comme ça, que les pompes ne puissent pas monter l'eau en haut. La station de pompage, elle pompe à très faible débit. Son objectif, c'est juste de brasser l'eau. Fait que dans le fond, il y a un tuyau de contact sous terre ici qui a des coudes dedans et tout. Fait que là, la station de pompage, elle pompe l'eau là-dedans avec le produit chimique. Puis là, à force de brasser, ben ça se mélange comme il faut puis ça fait sa job. Ensuite, ça rentre dans le bâtiment. J'ai pris 3 échantillons ce matin. Le numéro 1 a été pris dans le regard d'entrée. Le numéro 2 a été pris dans le bassin numéro 2, au fond complètement. Puis le numéro 3 a été pris à l'effluent sur le dessus du filtre au sable. Fait que cette eau-là s'en va au lac, elle est traitée à 100% là, après notre système. L'eau est vraiment claire, elle est même plus jaune. L'eau qui sort de notre site de traitement. Parce que notre système est vraiment trop performant pour ce qu'on a à traiter. Puis on a tout ajusté nos affaires pour que ça soit parfait. Fait que là, c'est vraiment parfait. Vous avez la preuve. Puis aussi, nos tests du ministère de l'Environnement nous donnent la preuve aussi. Actuellement, en août 2024, nos taux de phosphore étaient à 0,13. À titre de comparaison, les taux de phosphore qui sortaient du bassin d'en bas, des anciens étangs aérés, étaient à 1,45. Les derniers tests qui ont été faits. Fait que, on a passé de 1,45 mg par litre de phosphore aux étangs aérés précédents à 0,13 mg par litre de phosphore aux étangs actuels. Fait qu'on voit la nécessité de la mise aux normes. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est ce qui complète cette édition du 25 octobre d'Info.tvc. Merci de nous avoir regardés. Ne manquez pas ce dimanche le Télébingo à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur grise. Cette semaine, c'est la semaine de l'Halloween. Il y a plein d'activités qui se passent dans la Matapédia. Ça commence demain, samedi, le 26 octobre, dans la journée à la bibliothèque Bertrand B. Leblanc, avec la lecture d'un conte d'Halloween. Et cela se poursuit en soirée, avec le parcours de l'épouvante dans le parc Marcel Rioux d'Amqui, de 18h à 20h30. Mercredi, le 30 octobre, c'est le party d'Halloween à la Maison des Jeunes de Val-Bréand. C'est à compter de 18h avec un souper de l'horreur. Du côté de Sébec, il y aura la lecture d'un conte en pyjama à la bibliothèque et c'est à 18h30. Toujours à Sébec, le lendemain, jour de l'Halloween, il y aura distribution de bonbons dans le sentier du parc au tournant de la rivière. Également, le 31, la municipalité de Val-Bréand procédera à sa distribution de bonbons dans les sentiers des Bois et Berges à 18h. Du côté d'Amqui, la Maison des Jeunes, la Jeunatech, vous invite à leur parcours hanté au laboratoire à compter de 18h30. Le vendredi 1er novembre, c'est au tour de la Maison des Jeunes de Cozapscal de vous inviter à braver leur maison hantée à partir de 19h. Et à 20h, c'est le party d'Halloween à Saint-Irène avec concours de costumes, DJ et danse. Pour avoir tous les détails sur les activités que je viens de vous annoncer,
allez consulter la page Facebook de Cosmos Matapédia. Toutes les informations y sont. Et ne manquez pas dans quelques instants à 18h la première émission de la nouvelle série La Matapédia autrement. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine et joyeux Halloween!